Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank envisage de développer ses activités en Côte d'Ivoire. Son directeur général a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Partir en Europe par tous les moyens, c'est le rêve de nombreux jeunes Africains, un rêve qui bien souvent vire au cauchemar car pour atteindre leur objectif, ils sont prêts à tout, même à affronter les eaux dangereuses de la Méditerranée. On en parle ce soir avec Serge Kolia qui en a rencontré certains au Maroc. Des professionnels de la santé venus de 18 pays d'Afrique francophone sont réunis depuis ce matin à Grand-Bassam. Ils réfléchissent sur les problématiques de la transfusion sanguine en Afrique, des assises qui vont durer 3 jours. Le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank envisage de développer ses activités en Côte d'Ivoire. Le directeur général de ce groupe a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point avec Awa Touré. La Standard Chartered Bank veut se repositionner en Côte d'Ivoire et saisir des opportunités d'affaires. Le directeur général du groupe, Bill Winters, qui effectue depuis lundi sa première visite officielle en terre ivoirienne, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, son vaste programme d'investissement pour la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Rappelons qu'en mars 2018, ce groupe a lancé la première banque entièrement digitale au sein de sa filiale en Côte d'Ivoire avec 70 services bancaires, notamment l'ouverture de comptes entièrement numériques à l'aide de l'application SC Mobile. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part hier lundi à la réception organisée par l'ambassade de Chine. C'était à l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Viviane Aïmé pour en parler. La célébration ce lundi 1er octobre, ici à Abidjan, du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine était placée aussi sous le signe du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Des relations qui se sont intensifiées au cours des années pour atteindre sous la gouvernance aujourd'hui des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara un niveau jamais égalé auparavant. Cette amitié s'est éloquemment traduite ce lundi par la présence à cette célébration de la fête nationale de la République populaire de Chine du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs ministres et membres du cabinet présidentiel. On notait aussi la présence de nombreux invités, membres du corps diplomatique, jeunes étudiants, cadres de l'administration et des divers secteurs d'activité, une affluence qui démontre l'intérêt croissant et l'estime de la population ivoirienne pour la puissante Chine. Une projection filmée des grands moments de la récente visite d'État du chef de l'État ivoirien en Chine, la première d'un chef d'État ivoirien dans ce pays ami, a été projetée. L'ambassadeur Tang Weibin, dans un important message, a émis le vœu d'un partenariat fort Chine-Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Nous continuerons à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de se développer pour devenir un pays émergent, pour construire une communauté de destin Chine-Côte d'Ivoire marquée par le soutien politique mutuel, la coopération économique gagnant-gagnant et le rapprochement de cœur des Chinois et Ivoiriens dans les échanges culturels et humains. Le rapprochement de cœur entre Chinois et Ivoiriens, on peut le dire, est déjà amorcé. Une chorale de jeunes Ivoiriens
a bercé l'assistance de chants en langue chinoise. Quant au groupe artistique Soteka, il a gratifié de nombreuses danses du riche patrimoine traditionnel ivoirien. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, livrant ses sentiments, s'est dit heureux du rapprochement entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de réalisations que la République populaire de Chine a faites en Côte d'Ivoire. C'est qui existe déjà comme le Palais de la Culture, comme l'autoroute de Grand Bassam, comme l'eau venant de Beaunois, le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont donc été faites. Et il y a de nouvelles choses qui viennent, notamment le 4e pont. Et nous avons l'aéroport d'Abidjan. Vous savez, cette coopération se densifie. Et le fait qu'il y ait le dossier, la ceinture, la route, c'est-à-dire en fait, la Chine prend de plus en compte un des éléments qui intéressent particulièrement l'Afrique, qui sont le problème des infrastructures. Parce que l'un des éléments du sous-développement, c'est le manque d'infrastructures. La BAD a montré qu'il faut à peu près 100 milliards d'investissements au niveau des infrastructures en Afrique pour permettre à l'Afrique de rattraper. Or, on ne finance actuellement que 50 milliards. Le dossier dont a parlé le président de la République à son retour, les 100 milliards de dollars que la Chine veut investir sur les 3 ans, 20 milliards par an, vont permettre de densifier les infrastructures en Afrique. C'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été invité à couper avec l'ambassadeur Tang Weibin le gâteau d'anniversaire aux couleurs des drapeaux chinois et ivoiriens, ouvrant ainsi le gigantesque buffet garni de mets chinois. Voilà, et les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis se portent également bien. Le chef de la diplomatie américaine et le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire ont eu récemment une séance de travail. C'était à Washington, aux États-Unis, à l'occasion donc des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont évoqué la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Michel Digré. C'est la toute première fois que les deux hommes se rencontrent depuis la nomination de Mike Pompeo au poste de secrétariat d'État américain. La séance de travail a permis de faire le point des relations de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a toujours entretenu avec les États-Unis d'Amérique une relation privilégiée, une relation ancienne, une relation de qualité, que nous avons vu ces dernières années, les progrès qu'ont accompli les relations commerciales entre nos deux pays, que nous nous en réjouissons, mais que la vision du président de la République était de moderniser notre économie par son industrialisation et notamment par la transformation sur place en Côte d'Ivoire des produits du cru, notamment le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. Le ministre Marcela Montano a décrit à son homologue américain les performances de l'économie ivoirienne, une porte d'entrée importante sur le marché africain et sous-régional. C'est pourquoi le ministre Marcela Montano souhaite que la Côte d'Ivoire soit un partenaire de choix dans la politique africaine des États-Unis. Avec l'arrivée de l'administration Trump, nous avons peu de lisibilité sur la politique africaine des États-Unis, en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc j'ai souhaité avoir cet entretien avec mon homologue pour savoir un peu quelles étaient les intentions des États-Unis d'Amérique en Afrique. Et il m'a assuré que les États-Unis d'Amérique tenaient à garder son rang dans ses relations avec le continent et que la Côte d'Ivoire était considérée comme un partenaire privilégié dans cette politique de l'administration Trump sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest. Marcela Montano a enfin soumis une préoccupation au chef de la diplomatie américaine. Je lui ai fait également remarquer qu'il serait intéressant que très rapidement un ambassadeur des États-Unis d'Amérique soit nommé en Côte d'Ivoire. Il m'a assuré que le processus était en cours et que très rapidement un ambassadeur serait nommé en Côte d'Ivoire. Partir en Europe par tous les moyens, c'est le rêve de nombreux jeunes Africains. Un rêve qui, bien souvent, vire au cauchemar, car pour atteindre leur objectif, eh bien, ils sont prêts à tout, même à affronter les eaux dangereuses de la Méditerranée. Et lorsqu'ils échouent dans leur tentative, on les retrouve, pour ceux en tout cas qui ont eu la vie sauve, livrés à eux-mêmes dans des pays du nord de l'Afrique. Notre reporter Serge Collia en a justement rencontré certains lors de son séjour à Rabat, capitale
capitale marocaine. Il en a rencontré ces jeunes migrants pris au piège du périlleux voyage vers l'Europe. Regardez. Voici la vie que mènent de jeunes Africains subsahariens au Maroc. Sans abri, dormant en plein air, ils sont à Rabat, la face visible de la migration irrégulière. C'est la misère catastrophe, cette vie, une vie clochard. Notre objectif, c'est pour aller en Europe, parce qu'en Afrique, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de travail, tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer une chambre à 100 € par mois. Nous sommes obligés maintenant de dormir ici dans ces jardins avec les frères et à l'harmonie, on oublie les restes. Les côtés là où on dormait, on est toujours gêné par la police. Quand on reste ici, la police, peut-être les gens ne nous voient pas, on est caché ici, ça va. C'est pourquoi on est là, quand on est là, il n'y a pas de... Même ici, des fois, ils viennent, ils nous dérangent ici. Parce que nous avons dit que nous sommes devenus nuisibles pour eux ici maintenant. Après avoir tenté d'entrer sans succès en Europe par la mer Méditerranée ou par les barrières de sécurité entre l'Espagne et le Maroc, les voilà livrés à eux-mêmes dans ce jardin public de la capitale marocaine. Dans ce jardin où nous vivons, nous dormons dans l'hiver, nous sommes ici. Pour manger, c'est pas facile, nous demandons dans les rues. Les seuls boulots que nous faisons ici, on sort, on commande. Ceux qui ont la bonne volonté, ils nous donnent. Et ceux qui n'en ont pas, ils passent. C'est comme ça on suit ici, les 1 dirham, les centimes, les 2 dirhams, les 10. C'est ce qu'on garde un peu pour juste économiser, comment manger. Il peut faire 4 jours, 5 jours, une semaine. D'autres même jusqu'à 1 mois sans se laver. Le parcours pour arriver au Maroc n'a pourtant pas été de tout repos. Le désert qu'on a traversé, ça c'est un grand risque. Il y a d'autres qui ont marché sur le désert une semaine. Il y a d'autres qui ont perdu la vie là-bas. Ceux qui ont eu la chance se sont retrouvés ici. Et ce n'est pas fini. La Méditerranée qu'on doit traverser comme ça, on la traverse illégalement. Ce n'est pas dans les bateaux. C'est des sodiacs, c'est des trucs gonflés. Avec un petit aiguille, ça se perce. Vous perdez tous votre vie. Braver toutes sortes d'obstacles pour finir dans cette misère. Au pays, je travaille. Ici, je ne travaille pas. Le temps que j'ai perdu ici, est-ce que je peux récupérer ça aujourd'hui? Je ne peux pas. J'ai pris à mes frères qui n'ont pas pu venir ici d'oublier ces choses-là. Cette bombe claque aventure-là, oublie ça mes frères. Partout tu vas gagner ta vie. Ces migrants ne se sont certainement jamais imaginé un tel scénario. Nous sommes trop souffert au Maroc ici. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à retourner au pays? Non, nous ne sommes pas prêts. Si on se retourne au pays, on va être des rébellions. On va être des rebelles. Moi, si je ne rentre pas en Europe, je suis marocain maintenant, je ne vais pas au pays. Andak, ça c'est Andak. Sans argent, sans travail, certains ont recours à la Caritas, une organisation catholique à but caritatif. Mais ici aussi, les responsables semblent dépassés par le flux migratoire. Moi, j'étais en Europe, tu vois. Moi, ils m'ont rapatrié de l'Allemagne. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis revenu au Maroc encore pour repartir, tu vois. Je n'étais pas là pour rester ici. Mais je suis resté ici maintenant, mon argent est fini, tu vois. Je n'ai rien. Donc maintenant, il faut les gens qui vont nous aider, qui vont nous soutenir, donner le logement. Maintenant, les gars nous laissent aussi. Donc, on est livré à nous-mêmes. On oublie de faire n'importe quoi ici. Je remercie Dieu. M'ont donné un rendez-vous demain pour avoir mon logement. D'autres migrants essaient de se prendre en charge. C'est le cas de Patricia. Elle est tresseuse et vendeuse de produits de beauté à la Médina de Rabat. Elle s'en sort bien avec son activité, nous dit-elle. Moi, mon objectif précis, ce n'est pas pour traverser la Méditerranée pour l'Europe. Je suis venue faire un peu d'économie et retourner dans mon pays pour exercer d'autres métiers. Selon Patricia, une cinquantaine de jeunes Ivoiriennes exercent la même activité qu'elle à Rabat. De mon point de vue, l'Europe n'est pas une terre promise. Ce n'est pas la peine de risquer sa vie dans la mer, parce que c'est vraiment un très grand risque. La Méditerranée, ce n'est pas une piscine ni une plage. Elvis est le président de la communauté des Ivoiriens de Rabat. Chaque année, nous indique-t-il, environ 500 Ivoiriens arrivent au Maroc. Les Ivoiriens qui viennent ici, quand ils sont dans ce genre de lieu, on les enlève là pour les mettre dans un foyer. On leur propose deux choix. Parce que traîner ici, c'est ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc on leur demande soit de rentrer au pays, ou soit de s'intégrer.
Mais en s'intégrant, c'est de travailler. Donc on discute avec des entreprises qui sont organisées, on leur présente seulement, on leur demande leur passeport, puis bon, on les fait travailler jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 sous pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire après. Si certains migrants acceptent de rentrer au pays, le retour n'est pas envisageable pour la plupart. Je n'ai pas envie de retourner en Côte d'Ivoire avec la poche percée. Je préfère mourir dans la mer d'abord, on dit à mes parents. C'est un peu ça. Réussir ou mourir, telle est la résolution lourde de conséquences prise par ces jeunes Africains. Autant dire que le phénomène de la migration irrégulière, avec son lot de morts, n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Voilà, pris au piège du périlleux voyage vers l'Europe, ces migrants s'exprimaient au micro de Serge Coléa. Un tout autre sujet à présent, 5e édition du Salon Afrique Talent. C'est une plateforme de recrutement et d'échange de compétences. Cette année, le point d'honneur est mis sur l'industrialisation et l'adéquation profil besoin du marché. Environ 15 000 postulants sont attendus, c'est ce que nous rapporte Astotouré. Une dizaine d'entreprises nationales et internationales à la 5e édition d'Afrique Talent. Espace d'échange entre entreprises et candidats en quête d'emploi. Les candidats qui cherchent un job. Et il y en a tellement qui cherchent un travail, qui n'arrivent pas à rencontrer les entreprises. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que cet espace leur permette de discuter avec les entreprises, les représentants des entreprises, et de pouvoir comprendre un peu quelles sont les attentes, quels sont les besoins, et si leur profil correspond, peut-être obtenir un contrat. Je suis en activité. Je veux aussi expérimenter d'autres domaines tels que le transport maritime. L'objectif, c'est de vivre d'autres expériences et c'est très bon d'ailleurs parce que la mobilité, après, c'est ça qui fait la carrière de la personne. Je suis là ce matin pour visiter les stands, essayer d'échanger avec les entreprises qui sont sur place et puis voir comment est-ce que je peux avoir un objectif de carrière ou intégrer l'une de ces entreprises-là. Cette initiative me permet déjà de rencontrer de plus près les premiers responsables des grandes entreprises du pays parce que c'est un peu difficile souvent de les avoir, de les côtoyer, de leur poser nos préoccupations et puis de voir dans quelle mesure est-ce que ces entreprises-là recrutent. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI était également à ce rendez-vous d'échange et de recherche de compétences. Nous sommes partenaires sur l'événement Afrique Talent et nous sommes comme tous les autres à la recherche de talents. Les profils que nous recherchons sont essentiellement basés sur l'audiovisuel, directeur photo, ingénieur vision et rédacteur photo. Le forum Afrique Talent, 2 jours et environ 1500 candidats enregistrés. L'école gratuite est obligatoire. La politique du gouvernement rencontre l'adhésion des populations dans toutes les communautés. Dans nos villes, villages et autres hameaux les plus reculés, de plus en plus d'enfants sont inscrits à l'école et les parents y tiennent véritablement. À Bouna, par exemple, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Bokani, les enfants Peul, très peu scolarisés hier, sont désormais plus nombreux à se rendre à l'école. Et Jean Atoubé pour en parler. Ces jours de classe. Au groupe scolaire Bouna Centre, les enseignants sont en place. Les élèves arrivent par groupe de leurs habitations respectives. Ce groupe scolaire où les élèves sont en grande majorité des enfants Peul fait l'objet d'une attention particulière des autorités éducatives de Bouna. Avec la sensibilisation, nous nous sommes arrangés pour que les enfants Peul puissent venir à l'école. Si on avait vraiment les moyens didactiques, je pense que les résultats seraient meilleurs. Nous sommes heureux de constater que ces enfants-là ont intégré le système éducatif ivoirien. Vous ne les voyez plus en train de poursuivre les bœufs, vous ne les voyez plus en train d'aller au champ, mais plutôt de venir à l'école. Le groupe scolaire Bouna Centre est considéré par les populations de cette localité comme l'école des Peuls. À la vérité, c'est parce qu'il reçoit le plus gros contingent d'enfants Peuls scolarisés de tous les autres établissements où ces enfants vont à l'école. On y dénombre 700 élèves répartis dans 12 classes de CP1 au CM2, encadrés par 12 enseignants. Ce sont des enfants tout gais et heureux d'être dans un nouvel environnement qu'ils découvrent avec émerveillement. Est-ce que tu es contente de partir à l'école aujourd'hui? Oui, j'ai lu et puis écrit, je suis contente. Sur par exemple 80 élèves, vous avez 5 qui ont le document. Il y a un problème d'abord de suivi des élèves. Parce que la plupart des parents sont analphabètes. Une fois que l'enfant est scolarisé,
il est livré entièrement au maître. Bon, c'est à la fin de l'année qu'on vient de demander, mais est-ce que mon enfant passe? La forte présence d'enfants Peul dans les établissements primaires à Bouna remonte à 2016. Cette année-là, Bouna et plusieurs villages de la localité étaient le théâtre de violents affrontements intercommunautaires sur fond de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les Peuls ont dû fuir villages, campements et hameaux pour retrouver refuge en ville, de peur de représailles. D'abord dans un camp de déplacés, ils ont pu s'établir ensuite sur un nouveau site à proximité duquel il y a une école, le groupe scolaire Bouna Centre. Les autorités éducatives et bien des personnes estiment que cette situation a été l'élément déclencheur de l'envoi à l'école des enfants Peuls à Bouna Centre et dans d'autres établissements où, quoi qu'on dise, ces enfants ont été mis en sécurité et bénéficié d'un environnement favorable à leur épanouissement. J'ai été la première de ma classe et j'étais la seule fille Peul. Je ne peux pas dire que je suis la plus forte, mais je suis fière d'être à l'école. Je conseille à mes parents de faire comme les miens, d'envoyer les filles comme garçons, à l'école, pour que demain ils puissent être quelqu'un dont ils seront fiers. Oui, ça se dit là, c'est vrai même, parce que je dis là, avant là, c'est pas même chose. Je dis, nous, les enfants là, tout les mettaient dans les écoles. Parce qu'avant, nous, ce qu'on n'a pas ça. C'est lui, c'est parti nous derrière. Nous, on va parler, on va mettre tous les enfants là à l'école. À l'invitation du directeur régional de l'éducation nationale de Bouna, les parents d'élèves sont arrivés pour une réunion. Toutes les têtes fortes de la communauté Peul sont présentes, leurs femmes aussi, impensable à une époque récente. Aujourd'hui, les enfants Peul sont dans les écoles classiques au détriment de l'école coranique ou des médersa. La peur de voir l'école occidentale transformer négativement leurs enfants au point de perdre leur culture et leurs valeurs a complètement disparu. Les parents réalisent également que les enfants n'ont rien perdu, ni de leurs pratiques sociologiques, ni de leur culture. On continue à sensibiliser toujours. L'école, c'est très bien parce que ça instruit. Quand tu es instruit, il n'y a rien de tel. Parmi les femmes Peul aujourd'hui, il y a beaucoup qui savent écrire leur nom. Il y a d'autres même qui parlent français même. Donc vraiment, on a vu un changement là-bas. Une des manifestations de cette prise de conscience est aussi la volonté de sortir de l'ignorance et de l'obscurantisme par l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est bien passé. Parce que car ça aujourd'hui, je peux écrire mon nom, je peux voir mon numéro de mon portable aussi. Donc il y a beaucoup de choses actuellement là, mais je vois ça un peu. Avec ces petits drains, ils nous ont sensibilisés de faire les femmes vont aller faire une alphabétisation. Il n'y a pas de problème avec les maris. Parce que les maris, même, il y a d'autres même qui ont besoin aussi. Et cette année, quand on a repris, même, on a repris avec les hommes aussi. Depuis 2016, suite au projet de réduction de l'analphabétisme dans le Bunkani, lancé par la direction régionale de l'éducation nationale de Bouna, la communauté Peul marque son engagement. Elle bénéficie du concours des ONG locales. Les femmes ont changé. Les femmes ne vont pas vendre du lait aujourd'hui. Elles font l'alphabétisation déjà. C'est qu'elles ont mis l'école même dans la tête maintenant. Et les hommes aussi ont laissé d'aller derrière les bœufs et ils viennent faire l'alphabétisation. Il a fallu mener quelques actions. Les premières, ce sont les rencontres que nous avons eues avec les parents. La deuxième chose, c'était d'intégrer les valeurs culturelles, n'est-ce pas, des Peuls dans nos activités socio-éducatives. Et nous sommes allés également vers les femmes pour leur demander de laisser venir leurs enfants. Aujourd'hui, ces femmes participent également aux activités d'alphabétisation. Selon la direction régionale de l'éducation de Bouna, le taux d'analphabétisme dans le Bunkani est passé de 92% dans les années 2010 à 60% en 2018. La communauté Peul s'inscrit dans cette marge de progression. Plus de 40% des enfants qui en sont issus sont aujourd'hui scolarisés et le taux va croissant d'année en année.
Voilà, le droit à l'éducation, donc respecté dans le Bounkané, les enfants peulent de plus en plus nombreux à prendre le chemin de l'école dans la région. On en parlait avec Jeune Atoubé. La Convention de la société civile a organisé la 5e journée de dialogue, une 5e édition autour du thème « Regard des acteurs du secteur privé sur les perspectives 2020 en Côte d'Ivoire, crainte ou espoir ». Obtenir la contribution du secteur privé à la consolidation de la cohésion sociale et sensibiliser l'opinion publique sur les défis pour l'atteinte de l'émergence en 2020. C'est l'objectif de cette 5e journée de dialogue citoyen organisée par la Convention de la société civile ivoirienne. Les intervenants ont exposé sur le thème « Regard des acteurs du secteur privé sur les perspectives 2020 en Côte d'Ivoire, crainte ou espoir ». L'objectif qu'on s'est assigné, c'est d'être un pays émergent, et être un pays émergent selon la définition, c'est qu'on a au moins 4 000 $ par habitant en termes de PIB. Aujourd'hui, on est environ à 1 000 $ et on a 12 mois pour atteindre 4 000 $. C'est là que demeure le challenge. On comptait beaucoup sur le secteur privé en ce qui concerne le financement de la première génération du PND. Malheureusement, ce financement n'a été qu'à hauteur de 35%. On voudrait aujourd'hui, pour la réalisation, pour l'atteinte de l'émergence, que le secteur privé soit plus impliqué. Fêtière apolitique, la Convention de la société civile ivoirienne s'est engagée depuis 2005 à influencer l'ensemble des processus politiques, économiques et sociaux pour le bien-être des populations ivoiriennes. Les conclusions de cette journée d'échange serviront de base à la formulation des recommandations qui seront soumises à l'État. Nadia Edja et Jean-Jacques Ouaméala signaient ce reportage. Des professionnels de la santé venus de 18 pays d'Afrique francophone sont réunis depuis ce matin à Grand-Bassam. Ils réfléchissent sur les problématiques de la transfusion sanguine en Afrique. Ces assises vont durer 3 jours. La cérémonie d'ouverture a été suivie pour vous par Sephora Zegui. Malgré une politique volontariste et un réseau de banques de sang assez important, quelques pays d'Afrique subsaharienne continuent de souffrir d'une pénurie de produits sanguins. Aussi, les différentes étapes du protocole édité par l'OMS pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins ne sont pas toujours respectées dans certains pays. Les principales difficultés que nous rencontrons, c'est notamment les difficultés d'approvisionnement en produits sanguins, donc l'insuffisance de donneurs de sang. La majorité des donneurs que nous enregistrons dans nos centres de transfusion sont des donneurs de famille, des donneurs familiaux. Et c'est une grande entrave à la sécurité transfusionnelle dans la mesure où des études ont montré, maintenant de moins en moins, que ces donneurs pouvaient être les plus à risque d'infection transmissible via la transfusion. La sécurité transfusionnelle infectieuse, une préoccupation donc pour 18 pays d'Afrique subsaharienne, d'Europe et d'Asie. Ces professionnels de la santé, réunis au sein du réseau africain francophone de la transfusion sanguine, vont tenter de répondre aux problématiques de la transfusion sanguine en Afrique. Notre ambition, en organisant cette rencontre, est de mettre au cœur de nos préoccupations la réflexion sans cesse croissante sur le dispositif de la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des moyens visant à éliminer ou à réduire les risques infectieux liés à la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, qui est au centre de notre rencontre de ce matin, est une thérapeutique universellement reconnue, dont la pratique exige le respect de règles strictes de sécurité sans lesquelles elle peut être cause de complications graves pour le malade. Je me réjouis de ce que le gouvernement ivoirien fait de grands efforts dans ce domaine en raison des investissements réalisés au cours de ces dernières années. Conférences en plénière, tables rondes et travaux en commission sont entre autres les activités qui vont meubler ces jours d'échange d'expériences. Et le reportage de Sephora Zegui est commenté par Grace Kando. On termine en images. La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, a abrité la 9e édition du Forum sur la normalisation des télécommunications. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications du Côte d'Ivoire, entend ainsi faire face à la prévention et la gestion des catastrophes dans le pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.